Bonjour, nous sommes le 13 septembre 2012, nous sommes avec le docteur Moustapha Moufok que nous allons interviewer sur le conflit syrien. Mais avant cela, monsieur Moustapha Moufok, pourriez-vous vous présenter? Je m'appelle Dr Moufok Moustapha, syrien et français, résident à Paris. Je suis de la ville d'Alep et je suis membre du club franco-syrien et en même temps de l'Union des Syriens d'Europe. Et si vous voulez, mes fonctions sont liées à mon appartenance au club et à l'Union des Syriens d'Europe. Vous êtes docteur en économie et spécialiste du développement? Je suis spécialiste de développement, je suis docteur en économie des universités françaises. J'ai fait mes études en France, mes études primaires c'était à Alep, aussi en Syrie, connaissant parfaitement la situation, disons, politique de Syrie. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler du club franco-syrien et de l'Union des Syriens d'Europe? Le club, c'est un qui rassemble les Syriens sur une base culturelle et sociale pour rassembler tous les Syriens qui ont la volonté d'agir sur le bien des Syriens en Syrie, en France. Pourtant, l'Union des Syriens d'Europe vise à rassembler aussi les Syriens dans le domaine culturel, social, politique. C'est pas seulement en France, mais dans toute l'Europe, pour constituer un mouvement pacifique et laïque dans le but de consolider les relations franco-syriennes entre les deux peuples, entre le peuple syrien et le peuple français. D'accord. Actuellement, donc, la Syrie connaît la situation de crise, voire même de guerre civile que l'on connaît. Comment actuellement restez-vous en lien et informé depuis Paris avec ce qui se passe en Syrie? Personnellement, avec tous les amis syriens, nous sommes en contact direct, soit par téléphone, soit par des contacts des gens qui voyagent et qui reviennent. Surtout, récemment, on a eu un problème avec les Français qui sont partis en Syrie pour les vacances et qui sont bloqués à cause des sanctions prises par la France contre la Syrie. Mais malheureusement, ces sanctions sont tombées sur le peuple syrien, ce n'est pas sur le gouvernement syrien. Où tous les Français et les Syriens franco-syriens aussi qui étaient bloqués à Damas, ils n'ont pas trouvé le chemin de retour facilement en France. Ils ont fait un long trajet pour arriver à Paris. Et ça, malgré toutes nos démarches auprès du ministère des Affaires étrangères, mais personne n'a entendu notre voix. Et c'était malheureux. Et les sanctions sont tombées, je répète, sur les innocents, ce n'est pas sur le gouvernement. Les victimes actuellement, c'est le peuple, ce n'est pas le gouvernement. D'accord. Eh bien, justement, donc nous allons parler de gouvernement. Je vais vous demander votre opinion un peu plus générale et profonde sur le gouvernement baathiste syrien. Le gouvernement baathiste syrien, depuis l'existence du régime du Baas, c'était un régime laïque. Il n'y a pas de considération dans le régime pour des tendances ni religieuses ni ethniques. C'était un régime neutre socialement pour
la couche sociale les plus démunies. Cela veut dire le régime laïque dans un monde où il y avait des conflits ethniques tout autour et des conflits religieux. Le parti Baas a évité, disons, victorieusement, je peux dire, de s'impliquer dans des affaires religieuses ou ethniques. Parce que c'était le régime laïque depuis le début, depuis l'existence du parti, qui était créé dès le début dans un café. Le début, c'était dans un café de Paris. Le début. C'était des intellectuels qui ont créé sur la création du parti ici à Paris. Et ils étaient inspirés par la démocratie française et la laïcité française. Mais malheureusement, avec le temps, c'est oublié par les autres, c'est pas par les partis. C'est pour cela qu'on a eu des conflits en Syrie entre, par exemple, les frères musulmans et le parti dans les années 80 qui s'est passé, et le même conflit qui se répète actuellement dans les mêmes fractions et le parti. Merci. Alors, je vais vous poser une question qui va dépasser le cadre de la nation syrienne. Quels sont les pays qui, selon vous, actuellement ont des intérêts géopolitiques, stratégiques sur la Syrie? Comme toujours, je situe le conflit dans le contexte géopolitique dans trois cercles. Le premier cercle, c'est intérieur, où il y avait des revendications légitimes, mais c'était exploité par un cercle régional. Cela veut dire par l'Arabie saoudite, par la Turquie, qui sont intervenus d'une manière forte, et le Qatar d'une manière forte, selon des ordres qui viennent de l'extérieur aussi, à la région, c'est-à-dire des puissances occidentales. À la tête, c'est les États-Unis. Et la cause, c'est ce qu'ils prévoient pour un conflit futur, le conflit sur l'énergie. C'est le gaz. L'enjeu, c'est le gaz et l'énergie. Les États-Unis, avec l'Occident, veulent dominer, disons, les gisements gazopétrolières de la région. En face, il y avait la Russie qui possède aussi des sources de gaz importantes. Et la Syrie, c'est le pays de passage. Les Américains et les Occidentaux veulent maîtriser la région avec le Qatar pour empêcher la Russie d'influencer le marché européen. Et c'est là le conflit qui augmente sa cadence en Syrie à cause de ça. Parce que maintenant, si on regarde tout ce qui se passe en Syrie, on voit l'ingérence claire et nette et scandaleuse des puissances occidentaux à travers la Turquie, à travers la Jordanie, à travers le Liban, où on fournit les armes de toutes sortes pour massacrer un peuple qui cherche la paix et qui cherche à vivre en paix. Mais malheureusement, ils ne laissent pas. Et les victimes actuellement sont montées, ça commence à augmenter, des innocents qui sont tués et la destruction du pays. On détruit maintenant, on assassine. Mais pour l'intérêt de qui? Les Syriens, ils ont des problèmes, c'est vrai, mais la solution devra être en Syrie, entre les Syriens. Si on évite l'ingérence extérieure, on peut arriver à une solution. Donc, puisque nous parlions de la violence qui a embrasé la Syrie depuis 2011, j'aimerais savoir qui, selon vous, a provoqué l'escalade de la violence en Syrie, donc depuis le printemps 2011. Depuis le début, bien sûr, le gouvernement a vraiment dit la vérité dès le début.
Parce qu'au début, c'était des réclamations et des revendications qui étaient légitimes. C'était pacifique au début. Mais malheureusement, il y a des intervenants extérieurs qui ont commencé à tirer avec des balles réelles sur les forces de l'ordre. Et où il y avait des victimes des forces de l'ordre dès le début. En deuxième lieu, les forces n'ont pas répondu, mais ils ont essayé de disperser les gens par des bâtons, par tous les moyens. Et je pense qu'il n'y a pas un pays dans le monde qui n'exige pas une autorisation pour manifester. N'importe quel pays du monde exige une autorisation. Malgré tout, les gens, ils n'ont pas voulu avoir une autorisation parce que pour ne pas assumer la responsabilité des dégâts qui seront suivis après. Donc, ils ont continué à tirer sur les forces de l'ordre. Après 3 mois, les gens des forces de l'ordre ont commencé à répliquer. Chaque fois qu'il y a une manifestation, il y a toujours des éléments, des infiltrations. Ils poussent les enfants devant les manifestants et ils tirent de derrière. Donc les forces de l'ordre étaient obligées de tirer. Et ça a commencé par là. Des petits incidents qui ont embrasé la situation. Et après, nous avons vu les éléments qui sont entrés de tous les côtés des frontières. Du Liban, avec les gens anti-syriens, de la Turquie et de la Jordanie, des éléments extrémistes islamistes. Et les preuves sont devant nous, toujours. Après le conflit de la Libye et la chute de Kadhafi, beaucoup d'éléments djihadistes de Libye, de Tunisie, de tous bords sont arrivés en Turquie et se sont entraînés par des éléments occidentaux et turcs. Sur les frontières, ils sont munis des armes sophistiquées, les moyens de communication, et ils ont commencé à attaquer les forces de l'ordre et l'armée. Si on regarde le nombre de victimes, on dit, il parle de 25 000 à 30 000 morts jusqu'à maintenant. Mais ils ne disent pas combien de morts dans le camp de l'armée syrienne et des forces de l'ordre. Ils ne disent pas ça. C'est plus que la moitié. Et ça, n'importe quel pays, n'importe qui va défendre leurs citoyens, il faut qu'il la défende. Il faut qu'il défende les citoyens par la force pour éviter, pour neutraliser la force utilisée par les autres. Maintenant, c'est clair pour les Syriens. Tout ce qui se passe à Alep, à Homs, à Damas, partout, il n'y a pas de citoyens qui font les manifestations pacifiquement. Il y a les armes qui parlent. Donc, en face de cette situation, le régime n'a pas d'autre solution. Soit il défend les citoyens, et soit il laisse le pays sous la merci des mercenaires et des rebelles, soi-disant rebelles. Il ne voulait pas négocier. À plusieurs reprises, ils étaient invités à négocier pour les revendications démocratiques, mais chaque fois, ils refusent. Ils réclament toujours le départ du président. Le départ du président, c'est-à-dire on va remplacer, si on croit, remplacer une dictature par une autre. S'ils accusent le régime de dictature, donc on doit remplacer
un par un autre. Et le régime actuellement demande aux gens de négocier pacifiquement pour éviter la destruction de Syrie. Mais les autres refusent. Refusent parce qu'ils reçoivent des ordres. Justement, donc c'est la question que j'allais vous poser. Actuellement, qui sont les combattants dits rebelles en Syrie? Quels intérêts et quels projets servent-ils? Si on regarde la composition, on trouve une affiche, l'armée syrienne libre. Mais sous ce couvert-là, il y a plusieurs groupes armés. Je peux les, disons, situer dans 3 groupes. Les frères musulmans qui se cachent, les frères musulmans parce qu'ils sont impliqués directement. Il y a les groupes de djihadistes qui sont venus de l'étranger et les bandits qui exploitent, qui sont là pour voler, violer et faire toutes les bêtises du monde. Tous sont mélangés maintenant. On ne sait pas qui fait quoi. Tous ces groupes sont impliqués dans le conflit actuellement. Et les armes qui sont fournies par qui? Qui sont fournies par les Américains, par l'Occident. Et l'Occident et les Américains qui combattent les djihadistes, qui combattent partout, soi-disant les terroristes. Les terroristes sont terroristes en Afghanistan, mais ils sont défenseurs de la liberté en Syrie, les mêmes qui étaient terroristes dans un pays, ils deviennent des héros en Syrie. Et ça, quelle logique? Je ne comprends pas. Est-ce que selon vous, ils ont un projet politique particulier, ces combattants rebelles ou... Leur projet politique, ils n'ont pas annoncé. Ils disent seulement changeons et après on va voir. Mais on va voir quoi après? On va voir quoi après la destruction du pays? Qu'est-ce qu'on va voir? Eh bien justement, donc, parlons des perspectives. Vous nous parliez donc de votre souhait d'un règlement pacifique du conflit syrien. Quelles perspectives concrètes vous voyez pour parvenir à donc que la négociation mette fin à la violence? Pour mettre fin à la violence, il faut se mettre à table. Tout d'abord, accepter de laisser les armes et se mettre à table pour négocier. On ne peut pas faire des négociations avec les armes. Comment je vais faire une négociation et le revolver sur ma tête? Comment? Et pour quelle démocratie? Les démocraties des armes, personne ne peut accepter dans le monde entier. Moi, je prends l'exemple de la France. Est-ce qu'on peut accepter une personne armée dans les rues? Est-ce qu'on peut accepter un terroriste qui fait exploser dans un métro parce qu'il est contre le régime français? Est-ce qu'on peut l'accepter? Comment faire pour ça? Est-ce qu'on va lui offrir des fleurs ou il faut l'attraper et le juger? Voilà, nous vivons en France. Je prends l'exemple de la France. Comment pourrais-je réagir contre un terroriste dans les rues? Est-ce que c'est permis? C'est là la question. Eh bien, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions, docteur Moustapha Moufok. Thank you.